Maria Danspach, La modiste. Il est 10 heures. Paris s'éveille, les magasins sont ouverts. Quelques promeneurs longent le boulevard pour respirer l'air du matin et secouer l'engourdissement du sommeil. Des commis se rendent à leur bureau, des femmes d'extérieur modeste, des jeunes gens en habit du matin vont au bain ou en reviennent. De diligents célibataires entrent dans les cafés pour déjeuner et lire leurs journaux. Si, parmi tous ces individus d'aspects différents, vous voyez passer une jeune fille à la tournure dégagée et libre, qui marche vite et mise avec plus de coquetterie que de bon goût, jette un coup d'œil curieux sur tout ce qui l'entoure et prête, chemin faisant, l'oreille aux galants propos des jeunes qui la suivent ou s'arrêtent sur son passage, c'est la modiste. Suivez-la vous-même un instant, et vous la verrez se rendre à un magasin où les demoiselles de vente l'ont déjà devancée pour faire leur brillant étalage. L'étalage. Cette chose si futile et si simple en apparence, est pourtant une spécialité qui exige autant de savoir que de bon goût. Il donne au magasin ce cachet d'élégance qui éblouit et attire. L'art ici vous fait deviner bien plus qu'il ne vous montre. On dirait d'un livre dont le titre éveille la curiosité. Il faut que d'une disposition savante ressortent la forme et la couleur des ravissants chapeaux apportés de l'atelier, si frais et si jolis qu'on croirait qu'ils se sont faits sans être touchés. Regardez, l'étoffe n'est pas froissée, le ruban n'a pas un pli, le brillant du satin n'a rien perdu de son lustre. Eh bien, mettez ce vert à côté de ce bleu, et vous verrez quel horrible contraste choquera vos yeux. Combinez les nuances, variez les tons, que le vert, le blanc, le rose, le bleu, habillement rapprochés, se fondent dans un ensemble harmonieux. Placez à côté du nœud qui s'attache à la modeste capote de pou de soie, la riche plume qui orne l'élégant chapeau de velours épinglé. Ces coquilles de dentelle et ces marabouts vaporeux ressortiront mieux à côté de l'humble bruyère et de cette touffe de violettes. La fleur aimée de Rousseau se penche avec plus de grâce auprès de l'aigrette orgueilleuse, et les grappes de perles de ce ruban pendront comme des gouttes de rosée au-dessus des fleurs de l'aubépine à demi cachées sous les barbes flottantes de ce léger bonnet de blonde. Prestigieux effet du grand art de l'étalage. Un autre talent de la demoiselle de vente est de mettre au premier rang les choses destinées à éblouir et de cacher, comme un trésor, les parures créées d'hier que les petites curieuses des autres maisons ne manqueraient pas de copier. Car ici, comme dans beaucoup d'autres professions, la jalousie revêt différentes formes pour s'approprier le succès ou les inventions d'une maison rivale. Quelquefois, une demoiselle se glisse incognito dans un établissement plus en réputation pour y acheter des modèles. Cette sorte de contrebande n'est pas sans quelque danger pour celle qui l'a fait. Un accueil peu flatteur, voire une expulsion honteuse, sont souvent les seuls résultats de cette audacieuse tentative. La demoiselle de vente a besoin aussi, pour satisfaire aux exigences de son art, d'un tact et d'une finesse admirables. Vous la prendriez pour un conseiller désintéressé quand elle s'empresse d'offrir à une jolie blonde des couleurs pâles et sait persuader à sa cliente qu'il est de son intérêt de prendre ce chapeau qui, demain, l'aurait fort embarrassé. Car encore un rayon de soleil et il serait fané. Grâce aux mille séductions de sa faconde commerciale, les formes vieillies,
les couleurs passées de mode, disparaissent ainsi des armoires où elle gisait, abandonnée, et c'est toujours comme en lui faisant violence qu'on l'en débarrasse. Les demoiselles de Vente sont prises, en général, parmi les plus expérimentées et les plus capables de représenter dignement une maîtresse de maison. C'est le bataillon d'élite. Mais revenons à la jeune fille que nous avons aperçue tout à l'heure. Mademoiselle Julia entre dans le magasin. C'est une petite brune à l'air mutin. Elle est frisée comme une femme qui va au bal, porte une robe de soie rayée, un cachemire français, des bottines vernies et des gants noirs. Elle est à la fois en négligé et en toilette. Sa robe est faite en peignoir et son cou s'entoure d'une chaîne d'or d'une grosseur remarquable. Son col garni de dentelle est fixé sur sa poitrine par une énorme broche à laquelle est attachée une seconde petite chaîne qui suspend une cassolette. Mademoiselle Julia a quelquefois des attaques de nerfs, des migraines, des spasmes qui se calment à l'aide des selles renfermées dans cette cassolette. Car n'allez pas croire, avec ses malignes compagnes, que c'est pour faire voir toutes ses richesses qu'elle se charge ainsi d'un magasin d'orfèvrerie. Or, mademoiselle Julia gagne 30 francs par mois. Julia monte dans l'atelier où se trouvent réunies 12 ou 15 jeunes filles qui causent entre elles, en formant plusieurs groupes. Car ce que disent celles-ci ne doit pas être entendu par celles-là. Ce sont les apprêteuses, ainsi appelées parce que leur tâche est de préparer les éléments de travail pour la première demoiselle. La plus habile d'entre elles prend le titre de seconde. Au dernier échelon de la hiérarchie des modistes se trouvent les trotteuses. Ce sont de pauvres petites filles qui font, chargées d'un énorme carton, les commissions de la maison, et paient ainsi leur apprentissage par une sorte de domesticité. L'arrivée de la nouvelle venue suspend les conversations. « Vous venez bien tard, Julia » dit la première demoiselle. « La patronne se fâchera ?» « Est-ce ma faute si je ne puis me réveiller plus tôt ?» répond-elle dédaigneusement. « Bonjour, Mariette. Tu n'es jamais en retard, toi. Je sais comment tu fais. »« Oh, pour Mariette, c'est bien différent, » reprend une autre. « Elle est comme l'alouette. Dès que le jour paraît, elle chante et travaille. »« Aussi, j'ai déjà quelques pratiques, et ce matin, j'ai fait un chapeau pour la fille de ma propriétaire. Je l'ai fait tout entier. J'y gagne 10 francs. »« Pauvre Mariette !» dit Julia d'un ton de pitié insultante. « Quel air de protection! Est-ce parce que ma robe, au lieu d'être de soie comme la vôtre, n'est qu'en mousseline de laine à 2 francs l'aune ? J'aime autant, ma chère, être pauvre comme je le suis que riche comme vous l'êtes. » Julia, sans répondre, ôte tranquillement son châle et son chapeau qu'elle suspend à un clou sur la muraille, en compagnie des châles et des chapeaux des autres demoiselles, en sorte que l'on pourrait se croire chez un loueur de costumes en temps de carnaval, ou chez une marchande à la toilette. Tout le monde est arrivé. C'est le moment du déjeuner que l'on trouve toujours mauvais, mais que l'on n'a guère le temps de critiquer. Car ces demoiselles viennent presque aussitôt s'asseoir en 2 files autour d'un long comptoir, sur de hauts tabourets, la première demoiselle à leur tête. Disons un mot de la première demoiselle. Elle est ordinairement la moins jeune et la plus prétentieuse. Elle commande en souveraine, parle volontiers de son talent, et gagne de 800 à 3000 francs. Plus elle est payée, plus elle hausse son propre mérite. Elle se croit réellement artiste, car si elle emprunte au peintre ses modèles, le peintre, à son tour, ne lui prend-il pas les siens pour embellir ses tableaux ? Ne riez pas de son enthousiasme. La modiste aime son état. En effet, quel plus agréable travail que d'avoir sans cesse entre les mains, sous les yeux, le velours, la soie, des fleurs et des plumes. Aussi, que de rêves n'ont pas fait faire ces gracieux chapeaux à la jeune fille qui se pique les doigts et se fatigue en se hâtant, parce que dans 1 heure votre caprice de coquetterie aura changé. Ce qui l'ennuie surtout, c'est de corriger.
parce qu'elle n'aura pas réussi à rendre jeune une vieille, jolie une laide, on maudit son œuvre. Je voulais un chapeau comme celui de Madame de... Et celui-ci ne lui ressemble pas. Observez que Madame de a 20 ans, qu'elle est jolie, et que celle qui parle en a 50 bien comptés. Que de patience il faut, que de sang-froid, surtout pour ne pas répondre à cette femme. Mais madame, je ne puis changer vos traits, moi, ni rendre votre teint ce qu'il a perdu. La modiste se tait. Elle se rappelle à propos que cette femme achète le droit d'être ridicule impunément. Il faut que vous sachiez en revanche qu'être belle et distinguée, c'est une recommandation aux yeux de la modiste. On se surpassera alors, car cette jolie tête parera votre chapeau comme elle en sera parée. Mais malheur à la femme assez mal avisée pour oser se livrer à la critique des œuvres de la modiste. On défait avec rage et refait en dépit du bon goût ce qui va être trouvé charmant à force de ridicule. Pour quelques-unes, c'est une profanation de leur donner ce qui est bien. Elles trouvent mieux le bizarre et l'extravagant. Celles-là tendent à l'originalité. L'heure du travail a sonné. La première demoiselle distribue à chacune de ses élèves la tâche de la journée. L'ouvrage terminé, elle le reprend pour y mettre la dernière main, le façonne, l'embellit et lui donne ce je ne sais quoi qui constitue la perfection. Voilà, Julia, un chapeau pour vous. C'est une tête de 60 numéros. Ah, quelle horreur! Ce ne peut être que pour une Allemande. Grosse tête, grands pieds, grandes mains. Total, jolie femme de Karlsruhe. En disant cela, elle jette un regard malicieux à une grosse blonde placée vis-à-vis d'elle. Thomasine est allemande et ne sait pas un mot de français. Elle regarde avec étonnement ses camarades qui rient aux éclats. C'est mal, mademoiselle Julie, de vous moquer d'une étrangère, reprend à son tour Betsy, grande anglaise à l'air timide et modeste, ce qui ne l'empêche point de montrer ses épaules nues, selon la coutume des beautés d'outre-mer. Qui vous a dit, mademoiselle, que j'ai attaqué quelqu'un ici? Eh, mon Dieu! Si je voulais faire un portrait, je n'aurais peut-être pas besoin d'aller chercher bien loin l'original. Je pourrais vous dire, par exemple, que les Anglaises s'habillent comme des mannequins, marchent comme des soldats qui ont des jambes trop longues, et qu'on aimerait la fraîcheur et l'éclat de leur teint si on ne savait le prix du blanc et du rouge. À propos de blanc et de rouge, reprend la petite brune à l'air espiègle, n'avez-vous pas remarqué hier notre patronne, toute la journée, elle était pâle comme le clair de lune, et le soir, elle avait les plus jolies couleurs du monde. Qu'en pensez-vous? Vous êtes toutes des médisantes, répond vivement la première demoiselle. Au moins, puisque vous voulez parler, parlez plus bas. Comme elle est triste depuis quelques jours, poursuit une jeune fille à l'air candide. Est-ce que sa maison tomberait? Vous êtes bien sotte, ma pauvre enfant. Vous apercevez-vous que nous ayons moins à faire? Est-ce qu'elle tromperait son mari? Demanda Julia. Fi, mademoiselle, un mari à qui elle doit tout? En ce cas, c'est à d'autres qu'elle paie. Ce mot excite une hilarité générale à laquelle la première demoiselle ne peut s'empêcher de prendre part. N'avez-vous pas remarqué, mesdemoiselles, continue une blonde à l'air réfléchi, que toutes les marchandes de mode ont une histoire pareille? C'est toujours une demoiselle assez jolie qui sait travailler passablement, se fait courtiser d'abord et finit par se faire épouser, ou à peu près, par un homme riche qui l'établit. Alors elle prend sa revanche. Elle commande, fait travailler les autres, et travaille elle-même toute la journée à sa toilette. Ne faut-il pas que madame représente, lorsque par hasard elle daigne paraître en personne dans le magasin? Quant à l'atelier, elle y est suffisamment représentée par la première demoiselle. Aussi ne s'y trompe-t-elle guère que de loin en loin. Habituellement, madame ne quitte pas sa chambre à coucher, où elle ne reçoit que quelques élus qui ont leurs petites entrées. Le soir, elle va se désennuyer des affaires au bal ou au spectacle. Pauvre femme! Il est vrai que quelquefois,
Par compensation, elle montre une sollicitude toute maternelle à l'endroit de la vertu de ses employés, auxquels elle accorde le logement, par une mesure qui profite en même temps à la morale et à sa caisse. Les bonnes mœurs des demoiselles sont d'un excellent rapport pour certaines maisons. Dans ces vertueux établissements, les veilles laborieuses se prolongent fort avant, dans la nuit. En ce moment, entre une demoiselle de vente. Il faut un turban pour une soirée chez le ministre, un bonnet pour un dîner chez l'ambassadeur, une coiffure pour un bal à la cour. Tout cela va être fait par la première demoiselle. Elle prend sur ses genoux une tête à poupée. Ce n'est pas le turban juif qu'il faut, ce n'est pas le turc ou l'arabe, ils sont trop communs. Il faut qu'elle innove. Alors, vous voyez se métamorphoser sous ses doigts tout ce qu'elle touche, selon son inspiration et sa volonté. Le petit bout de ruban devient un nœud coquet, un morceau de gaze fera le soir naître bien des jalousies féminines, et bien des hommes seront aimables près de la femme au merveilleux turban, qui, sans ce faible auxiliaire, serait peut-être resté inaperçu. La première demoiselle sait cela. Elle sait aussi que l'on demande « Où avez-vous fait faire ce turban ? Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. » Ma marchande de mode ne saurait m'en faire un pareil. Je veux la changer pour la vôtre. Son orgueil est doucement caressé à l'idée que peut-être on saura qu'elle est l'auteur de ce chef-d'œuvre. Elle puise un nouveau courage dans l'espoir d'une réputation de talent distingué, puis, avant de se séparer de ce qu'elle vient d'achever, elle l'essaie. « Pourquoi n'est-ce pas pour moi ?» dit-elle tout bas. Elle le donne ensuite à emporter en poussant un gros soupir, car il ne lui est pas permis, à elle, de porter des choses aussi luxueuses. Cependant, la première demoiselle n'est pas toujours également heureuse dans ses créations, mais toutes les femmes ne se montrent pas non plus aussi difficiles. « Quand je vois de jolies choses, dit Mariette, je regrette toujours de ne pas être née riche. Oh, pourquoi ne sommes-nous plus au temps où les seigneurs aimaient tant les modistes et se plaisaient à en faire de grandes dames? Elles se mariaient ensuite. Nos seigneurs à nous sont des dandys qui viennent nous regarder à travers les glaces du magasin, nous écrivent de fort belles lettres, mais ne nous épousent pas. Tenez, c'était autrefois le bon temps. Les hommes avaient plus d'esprit, plus d'amabilité et plus d'argent. » Ce dernier trait soulève parmi quelques-unes un murmure d'improbation, louable sans doute, mais peut-être le sentiment qui l'a fait naître est-il plus excusable, au fond, qu'il ne le paraît d'abord. Et en effet, il ne faut pas trop en vouloir à la modiste si elle montre en général un zèle trop peu dissimulé pour le culte du veau d'or. La fortune et la mode sont deux divinités également capricieuses qui se donnent la main. À la fois prêtresse et oracle de la magicienne au goût fantasque, aux bizarres créations, comment la modiste serait-elle plus stable qu'elle, et comment ne briguerait-elle pas ses faveurs la première, quand elle voit ses élus se disputer les oripeaux brillants qui donnent un éclat irrésistible à la beauté et voilent la laideur? N'est-ce pas la mode encore dont le prestige créateur fait deviner une grâce partout où sa présence se révèle, qui grandit et fascine par de séduisantes visions l'imagination des poètes? Chaque femme devient alors pour l'homme un ange, quelque chose d'idéal et de parfumé qui émeut doucement son âme et qu'il adore en lui-même. Et pour une femme, plaire est plus qu'un désir. C'est un penchant, une idée fixe, le besoin de toute sa vie. La nature l'a faite ainsi. Enfant, elle s'essaie à paraître belle, elle aime à se parer de ses plus beaux habits et sourit ingénieusement au miroir qui réfléchit son image gracieuse. À mesure que l'instinct féminin se développe, elle épelle avec plus de facilité chaque page de ce grand livre de la coquetterie, dont l'amour,
lui révélera plus tard les secrets les plus merveilleux. Il n'est donc pas étonnant que la modiste aime le luxe, car elle est plus à portée que personne d'en apprécier tous les avantages, et elle manifeste dans la même proportion une horreur prononcée pour la pauvreté. Faible créature, touchant également à la misère et à l'opulence, c'est un écueil bien grand que les futilités brillantes dont elle est entourée. Les privations usent la moralité. Elle consume la moitié de sa vie à désirer et gaspille l'autre à saisir le plaisir sous quelque forme qu'il se présente. Et si vous remontez plus haut dans la vie de la modiste, vous y trouverez encore bien d'autres raisons de la plaindre et peut-être de l'excuser. Qu'est-ce, en effet, sous le point de vue moral que la modiste? Une pauvre fille éloignée de sa famille, quand toutefois elle en a une, ou bien une jeune orpheline trop bien élevée pour être une simple ouvrière et trop peu instruite pour devenir une sous-maîtresse, ou enfin quelque fille d'artisan dont la dureté la rebute et dont la grossièreté contraste péniblement avec l'élégance et la politesse des personnes avec lesquelles ses occupations la mettent en rapport journellement. Dites donc à la pauvre enfant de brider son imagination, d'étouffer ses désirs et d'éteindre les bouffées d'ambition qui lui montent au cœur à la vue des riens éblouissants qu'elle façonne elle-même et qui resplendissent à ses yeux tout le long du jour. Que si vous me demandez encore comment et pourquoi elle est devenue ce qu'elle est, je vous répondrai qu'elle est devenue modiste, comme vous êtes peut-être vous-même devenu artiste, comme on devient aujourd'hui homme de lettres, faute de mieux parce que cela est commode, n'engage pas l'avenir et que c'est parfois un moyen d'arriver à quelque chose, quand on ne meurt pas en chemin de désespoir et de misère. Ce n'est pas une profession, un état, comme disent les grands-parents et les négociants, mais c'est une position assez avantageuse pour attendre, pour épier la fortune et la saisir au passage. On est en évidence, ou du moins on croit l'être, et qui sait, les banquiers, les milords et les princes russes visitent quelquefois les ateliers de mode, aussi bien que les ateliers de peinture, et s'ils achètent un tableau dans ceux-ci, ils font souvent choix d'une jolie femme dans ceux-là. La modiste a, parmi beaucoup d'autres inclinations, l'amour inné de tout ce qui est beau et distingué. Le comme il faut est sa manie, son thème éternel, sa religion. La seule chose sur laquelle elle se montre véritablement inflexible est d'une susceptibilité désespérante. Douter de son talent, de sa vertu, de sa beauté même. C'est une injure, une injustice peut-être qu'elle excusera, pourvu que vous la reconnaissiez d'ailleurs pour une femme comme il faut. Ce titre-là, elle y tient comme un rohan à son blason. C'est sa noblesse à elle, et elle n'hésiterait pas, s'il le fallait, à défendre ses droits par tous les moyens qui sont en son pouvoir. La modiste est donc avant tout, de gré ou de force, à tort ou à raison, une femme comme il faut. Cette expression compose à peu près tout son vocabulaire fashionable. Elle ne porte que les choses les plus comme il faut, ne fréquente que les gens comme il faut, et estime singulièrement l'air comme il faut. Et, si vous m'en croyez, vous ne la contrarierez pas trop sur la légitimité de ses prétentions. Sa reconnaissance peut, sous ce rapport, la mener fort loin avec vous, ne fût-ce qu'au Ranelagh. Ici nous sommes forcés d'établir, dans l'espèce que nous avons choisie, des classifications nécessaires à l'intelligence de ce que nous venons de dire. Nous n'entendons parler que de la modiste parisienne, telle que le progrès nous l'a faite, et telle qu'elle existe en deçà de la rive droite de la Seine, et dans les régions élevées du monde élégant. La modiste de province n'est qu'une pâle copie de la modiste parisienne, et la modiste des bas quartiers de la capitale se confond avec la grisette.
Cette plante indigène du pays latin, enracinée dans la terre classique, qui croît et meurt enlacée au bras de l'étudiant. La différence qui existe entre la grisette et la modiste ne saurait être contestée. Bien qu'un élégant écrivain ait malheureusement confondu ces deux types également intéressants. Cette erreur a soulevé de part et d'autre de vives réclamations. Grisette et modiste ont crié à l'hérésie, et l'on ne peut s'empêcher de déplorer sincèrement ce désaccord entre les deux pivots intelligents de la fashion. Au point de vue de l'art, la question se résout évidemment en faveur de notre modèle. La grisette n'est qu'une ouvrière. La modiste est une artiste. Et nous devons ajouter qu'elle en a même le désordre et l'insouciance dans ses habitudes comme dans son intérieur. La grisette appartient plus particulièrement à la classe des couturières. C'est cette jeune fille au sourire provoquant, à la jupe courte et retroussée, qui court le nez au vent, coiffée d'un simple bonnet, sur le pavé glissant d'outre-Seine, ou le long des trottoirs encombrés des rues marchandes, qui travaille tout le long du jour dans un atelier sous la direction d'une maîtresse ouvrière, ou va, pour son propre compte, à la journée, taillant et cousant à domicile les robes de la portière, ou remettant à neuf les hardes des petits ménages. Quel rapport, je vous le demande, entre ce travail grossier, purement manuel, et les ouvrages élégants, échappés de l'imagination et de la main industrieuse de la modiste? Quelle ressemblance entre cette bonne fille, si accorde, si pauvre et si gaie, contente de peu, contente de rien, et ces jolies habitantes de notre riche magasin que vous rencontrez sans les connaître, en manchons de martre et en chapeaux de velours. Celles-là, certes, ne sont pas contentes de peu, elles ne sont souvent contentes de rien. Vous figurez-vous au milieu d'un de ces élégants salons de mode, l'inséparable compagnon de la grisette, l'étudiant, le vrai et primitif habitant de la rue de la Harpe ou de Sorbonne, la casquette sur l'oreille, la pipe à la bouche et les mains veuves de gants qu'il a oublié de mettre ou d'acheter? Il faut le dire, malgré les efforts et le prestige d'un admirable talent, les jolies anachorètes blancs et roses de la rue Vivienne restent toujours dans le souvenir des habitants de ce brillant quartier comme un beau rêve, comme une poétique vision qu'on regrette et qu'on aime sans y croire. Quant à la marchande de mode, cette puissance occulte qui règne despotiquement sur la plus gracieuse et la plus capricieuse moitié du genre humain, c'est une physionomie à part, le type d'une classe non encore décrite par les physiologistes. Cette espèce bâtarde participe essentiellement de la simple modiste par ses antécédents, et de la femme élégante par ses allures et ses habitudes nouvelles. Elle exagère, en général, tous les défauts de ses jolis subordonnés. Elle en a depuis longtemps perdu les grâces faciles et l'heureuse inexpérience. Elle affectionne les grands airs, les pantoufles brodées, les peignoirs de mousseline et le farniente. Elle abhorre la morte saison. La morte saison est l'abomination de la marchande de mode et la joie de la modiste. Tandis que la première voit avec regret les femmes élégantes, les meilleurs clients, émigrer pour la campagne ou pour les eaux, la seconde se réjouit, chôme, lit des romans, prend du travail à son aise et des congés le plus qu'elle peut. C'est aussi pour elle le temps des voyages en province, des visites à la famille, des pérégrinations à Londres, à Vienne, à Saint-Pétersbourg. En attendant, vous qui les avez suivies avec nous jusqu'ici, veuillez bien les suivre encore jusque chez elles. Il est 10 heures du soir. La première demoiselle donne le signal du départ. Toutes se hâtent de sortir. Elles ont soif d'air pur et de liberté. Le repos ou le plaisir les appellent. Celle-ci dans un appartement confortable, celle-là dans une mansarde, cette autre dans sa famille. Julia s'arrête au second étage d'une maison de belle apparence. Mariette s'en retourne sous la sauvegarde de sa mère. Pauline a pour 1 heure de chemin à travers les rues fangeuses,
avant d'avoir regagné son modeste garni. Elles vont ainsi dans la vie, chacune par un chemin différent. La plus enviée aujourd'hui sera peut-être la plus pauvre demain, tandis que l'autre aura oublié ses jours de souffrance en s'éveillant un beau matin petite bourgeoise, ou même grande dame. D'autres finissent on ne sait comment. Ce sont de pauvres filles, ballottées par le vent de l'adversité, qui meurent en laissant de riants souvenirs à plus d'un homme grave maintenant. L'infortuné qui donna follement sa jeunesse au plaisir n'a pas d'amis. Celui qui rêve encore d'elle, comme d'un plaisir passé, ne l'aperçoit plus que semblable à une ombre vaporeuse qui s'évanouit derrière des préjugés et des ambitions de toute espèce. Maria Danspach.